Les lois du succès de Napoleon Hill, 3e volume, l'initiative et le leadership. Audio numéro 1. Quand vous ne savez pas quoi faire ou où donner de la tête, souriez. Cela détendra votre esprit et fera entrer le soleil du bonheur dans votre âme. Vous pouvez le faire si vous y croyez. Avant de commencer cette leçon, nous attirons votre attention sur l'organisation extraordinaire de la pensée tout au long de ce cours. Vous remarquerez que toutes les 16 leçons sont complémentaires et constituent une chaîne parfaite fabriquée à partir des facteurs indispensables au développement du pouvoir par l'intermédiaire de l'effort organisé. Vous remarquerez également que les mêmes principes fondamentaux de la psychologie appliquée forment la base de chacune de ces 16 leçons, bien qu'on les applique différemment selon la leçon. Cette leçon sur l'initiative et le leadership fait corps avec la leçon sur la confiance en soi, car personne ne peut devenir un bon leader ou prendre l'initiative dans n'importe quelle grande entreprise sans avoir confiance en soi-même. L'initiative et le leadership sont des termes indissociables dans cette leçon, car le leadership est essentiel pour atteindre le succès, tandis que l'initiative est la base sur laquelle se construit le leadership. L'initiative est aussi essentielle au succès qu'un moyeu à la roue d'un chariot. Qu'est-ce que l'initiative ? L'initiative est cette qualité très rare qui pousse une personne à faire ce qui doit être fait sans qu'on lui dise de le faire. Elbert Hubbard s'est exprimé sur ce sujet en employant ces mots. Le monde accorde ses grands prix, en argent et en honneur, pour une seule chose, l'initiative. Et qu'est-ce que l'initiative ? C'est prendre la décision de faire quelque chose sans qu'on vous le dise. Mais à côté de ceux qui entreprennent volontairement les choses sans qu'on les leur demande, il y a aussi ceux qui font toujours volontiers les choses qu'on a déjà dites une seule fois sans qu'on les leur répète. Ceux-là reçoivent un grand honneur, même s'ils ne sont pas toujours bien payés par rapport au service qu'ils offrent. Ensuite, il y a ceux qui font ce qu'il faut, uniquement quand ils sont contraints de le faire. Ceux-là reçoivent de l'indifférence à la place de l'honneur et ne gagnent qu'une somme dérisoire pour leur service. Ce genre de personnes passent la plupart de leur temps à se lamenter sur leur sort. Enfin, encore plus bas sur cette échelle, il y a le type qui ne fait jamais rien, même si quelqu'un lui montre comment faire, et reste avec lui pour s'assurer qu'il agisse. Ce type sera toujours sans travail et recevra inévitablement le mépris qu'il mérite, à moins qu'il n'ait des parents riches. Mais dans ce cas, le destin l'attendra patiemment dans un coin pour prendre sa revanche. Et vous faites partie de quelle classe ? Après l'étude de la leçon sur la règle d'or, vous devrez faire un inventaire de vous-même pour déterminer lequel des 15 facteurs de ce cours vous est le plus nécessaire. Mais je pense qu'il serait bien que vous commenciez à vous préparer à cette analyse dès maintenant, en répondant à cette question de Elbert Hubbard. Le leadership. L'une des particularités du leadership est le fait qu'on ne le trouve jamais chez les gens qui n'ont pas acquis l'habitude de prendre l'initiative. Le leadership est quelque chose que vous devez inviter en vous-même, car il ne s'imposera jamais à vous tout seul. Si vous analysez attentivement tous les leaders que vous connaissez, vous verrez que non seulement ils font preuve d'initiative, mais ils ont aussi en permanence un objectif précis en tête. Vous verrez également qu'ils possèdent la qualité décrite dans la leçon sur la confiance en soi. Nous mentionnons ces faits dans cette leçon pour que vous puissiez observer que les gens prospères ont toutes les qualités traitées dans les 16 leçons de ce cours, et surtout pour que vous arriviez à comprendre parfaitement le principe de l'effort organisé que l'étude de ce cours veut imposer dans votre esprit. En revanche, je dois vous dire que ce cours n'est ni un raccourci pour atteindre le succès, ni une formule magique à utiliser pour accomplir de grands exploits sans effort. La valeur réelle de ce cours se trouve dans l'usage que vous en ferez et non pas du cours lui-même. Ce cours a pour but principal de vous aider à développer en vous-même les 15 qualités mentionnées dans les 16 leçons, dont l'une des plus importantes est l'initiative, qui constitue justement le sujet de cette leçon. Mise en pratique de l'initiative. Nous allons maintenant voir comment se servir de cette qualité qu'est l'initiative,
pour effectuer une transaction commerciale que la plupart des gens trouveraient difficile. En 1996, j'ai eu besoin de 250 000 € pour fonder un établissement d'enseignement. Mais je n'avais ni la somme, ni une garantie suffisante pour pouvoir emprunter à la banque. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Pleurer sur mon sort ou penser à ce que je pourrais réaliser si un riche ou un bon samaritain me prêtait cette somme ? Eh bien, je n'ai rien fait de la sorte. J'ai fait précisément tout ce dont ce cours vous conseille de faire. Tout d'abord, j'ai défini mon objectif principal, l'obtention de ce capital. Ensuite, j'ai élaboré un plan détaillé pour transformer cet objectif en réalité. Enfin, soutenu par une confiance suffisante en moi et poussé par l'initiative, je suis passé à l'action en exécutant mon plan. Mais, avant d'en arriver à cette dernière étape, j'ai investi plus de 6 semaines d'études, d'efforts et de réflexion constants. Un bon plan doit être conçu à partir de plusieurs éléments soigneusement choisis. Vous verrez ici l'application du principe de l'effort organisé. Cela consiste en l'association de 2 ou plusieurs personnes qui, dans un esprit d'entente, travaillent dans un but bien défini. Je voulais ce capital de 250 000 € pour fonder une école de publicité et de commerce. 2 choses étaient nécessaires pour créer une telle école, le capital de 250 000 €, dont je ne disposais pas, et le programme scolaire adéquat que j'avais bien. Mon problème était de trouver une ou plusieurs personnes avec qui m'associer. Des personnes à la recherche de ce que je pouvais offrir et qui, à leur tour, me fourniraient les 250 000 €. Cette alliance devait être basée sur un plan profitable pour tous les intéressés. Après avoir été satisfait du plan équitable et solide que j'avais défini, je l'ai présenté au propriétaire d'un institut d'affaires très connu et réputé qui, à cette époque-là, avait beaucoup de concurrents et avait grand besoin d'un plan pour faire face à cette concurrence. Voici comment, à peu près, j'ai présenté mon plan. Considérant que vous avez l'un des plus réputés instituts d'affaires dans la ville, et considérant que vous avez besoin d'un plan pour faire face à la concurrence dans votre domaine, et considérant que votre bonne réputation vous a rendu aussi crédible que possible, et considérant que j'ai le plan qui vous aidera à faire face à cette concurrence, je vous propose une alliance qui vous donnera ce dont vous avez besoin et en même temps me fournira à moi quelque chose dont j'ai besoin. Puis j'ai continué à exposer mon projet par ces mots. J'ai écrit un cours très pratique sur la publicité et l'art de la vente. Comme j'ai construit ce cours à partir de mes réelles expériences dans la formation et la gestion des commerciaux, ainsi que dans l'organisation et la direction de beaucoup de campagnes publicitaires réussies, j'ai fait l'expérience de son efficacité. L'espace que vous occupez et l'autorité que vous exercez peuvent être mesurés avec une précision mathématique à travers le service que vous rendez. Si vous employez votre crédit pour commercialiser ce cours, je l'introduirai dans votre institut d'affaires comme l'un des cours fondamentaux de votre programme scolaire. Et je me chargerai de ce nouveau département. Aucun autre institut d'affaires dans la ville ne fera face à votre concurrence, parce qu'aucun autre institut n'aura un cours comme celui-ci. De plus, la demande pour vos cours d'affaires habituels augmentera grâce à la publicité que vous allez faire pour commercialiser ce cours. Vous pouvez allouer à mon département toute la somme que vous dépensez pour cette publicité. Et la facture de la publicité sera payée par ce département. Ce qui vous laissera l'avantage cumulatif qui reviendra sans frais aux autres départements. Maintenant, je suppose que vous voudrez savoir quel est mon bénéfice à la suite de cette transaction. Je vous le dirai. Je veux que nous fassions un constat dans lequel il est stipulé qu'au moment où l'encaissement de mon département sera égal à la somme que vous aurez dépensée pour la publicité, ce département et mon cours sur la publicité et l'art de la vente m'appartiendront. Ainsi, je pourrai avoir le privilège de séparer ce département de votre école et de le diriger sous mon propre nom. Mon projet a été accepté et nous avons signé le contrat. Gardez à l'esprit que mon objectif précis était d'obtenir les 250 000 € pour lesquels je n'avais aucune garantie à offrir. Et il faut que toutes les parties intéressées tirent un bénéfice de l'effort organisé. En moins d'1 an, l'Institut d'affaires a dépensé un peu plus de 250 000 € pour la promotion et la commercialisation de mon cours.
ainsi que pour les autres frais annexes au fonctionnement de ce département récemment créé, tandis que le département a remboursé à l'Institut, sous la forme de frais de scolarité, une somme égale à celle que l'Institut avait dépensée. J'ai donc pris la direction du département, qui est devenue une affaire profitable et indépendante, selon les termes de mon contrat. En réalité, ce nouveau département n'a pas seulement amené des étudiants aux autres spécialités de l'Institut, mais en même temps, les frais de scolarité recueillis par son intermédiaire ont suffi pour le placer sur une base indépendante avant la fin de la première année. Maintenant, vous pouvez voir que même si l'Institut n'a pas prêté un seul centime du capital réel qu'il me fallait, il m'a fourni néanmoins le crédit pour accomplir mon objectif. Je disais que mon projet avait été fondé sur l'équité et qu'il avait envisagé des bénéfices pour toutes les parties intéressées. Le bénéfice qui m'est revenu était une affaire fondée et indépendante résultant de l'utilisation des 250 000 euros. Le bénéfice tiré par l'Institut était le suivant. Il a réussi à attirer plus d'étudiants pour ses cours habituels d'affaires et de commerce grâce aux publicités de mon département, car toutes les annonces ont été publiées au nom de l'Institut. Aujourd'hui, cet institut d'affaires est l'une des écoles les plus réputées de son genre, et il se présente comme un monument de la preuve solide pour montrer la valeur de l'effort organisé. J'ai raconté cet épisode non seulement parce qu'il montre la valeur de l'initiative et du leadership, mais aussi parce qu'il est en relation avec le sujet traité dans la leçon sur l'imagination. L'initiative est le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité. Généralement, on envisage de nombreux plans pour obtenir un objet désiré, et il arrive souvent que les méthodes évidentes et habituelles ne soient pas les meilleures pour le faire. Dans le cas précédemment raconté, la solution habituelle aurait été celle de l'emprunt fait à une banque. Cependant, cette méthode m'était impossible car je ne pouvais présenter aucune garantie. Un grand philosophe disait une fois « L'initiative est le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité ». Je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais qu'il était grand à cause du bon sens de son affirmation. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.